Je dois d'abord commencer à remercier les membres de l'UPEC qui, en établissant leur programme de l'année, ont pensé à moi pour débuter ce cycle de conférences. J'en suis très flatté, très honoré. Je suis très heureux d'être là parmi vous ce soir. Et j'espère que je ne décevrai pas vos attentes, parce que la gouvernance économique la gouvernance économique, c'est un terme qui a des contours qui sont un peu flous, comme je vais essayer de vous le montrer. Et comment dire, c'est un sujet qui est un peu difficile à appréhender. Mais en tout cas, si la Commission s'est, comme l'a dit Henri Oberdorf, si la Commission s'est inquiétée récemment du problème de la gouvernance économique de l'Europe, c'est bien évidemment en raison de la gravité de la crise grecque. Et donc je vais appeler par commodité la crise grecque tous les événements qui ont eu lieu entre la fin de l'hiver et le printemps 2010, qui concernaient les risques de défaut sur les dettes souveraines de différents pays de la zone euro, en particulier de la Grèce. Donc je résumerai ces épisodes sur le thème de crise grecque. Pourquoi a-t-elle été si grave, cette crise grecque? Eh bien parce que, d'abord, pour la première fois, on a envisagé le risque de défaut d'un État souverain de la zone euro, et on a envisagé les risques de contagion qui pouvaient l'accompagner, et donc les risques que faisait courir aux autres membres de la zone euro la mauvaise santé d'un seul État membre. Si la crise grecque a autant retenu l'attention, c'est aussi parce que la réponse politique des autres États membres de la zone euro a été particulièrement ambiguë. Et si on a créé un fonds de soutien à la Grèce, ce fonds de soutien à la Grèce, il a été créé après moult palabres et beaucoup de disputes et des positions, des invectives bilatérales qu'on pensait ne pas avoir à entendre à nouveau en Europe, en particulier vis-à-vis de l'Allemagne. Moi, ce qui m'a frappé dans ce déroulement de la crise grecque et dans les commentaires qui l'ont accompagné, c'est que l'euro ne va pas encore de soi. L'euro ne va pas encore tout à fait de soi, puisqu'on a évoqué les risques d'éclatement de la zone euro. Est-ce que lorsque la Californie, qui est dans un bien plus mauvais état que la Grèce, sur le plan budgétaire, a failli faire défaut sur sa dette, est-ce que quelqu'un a évoqué le risque de dissolution de la zone dollar que représentent les États-Unis d'Amérique? Eh bien non. Et donc il apparaît que l'attachement des opinions publiques, des États à l'euro est moins fort que celle qu'on retrouve aux États-Unis vis-à-vis du dollar. Alors pourquoi? Peut-être parce que bon, il y a évidemment l'histoire qui explique les différences d'approche, mais en Europe, il nous manque, sur le plan économique en tout cas, vraisemblablement un budget fédéral plus conséquent que ce qu'il est, même si, je conclurai là-dessus, à mon avis, ce n'est pas la solution miracle à tous les problèmes. Mais malgré tout, un budget fédéral conséquent qui donne l'impression que la zone euro marche vraiment sur deux pattes. Et ensuite, aux États-Unis, la réserve fédérale et le gouvernement fédéral ont vraiment marché main dans la main pour sortir de la crise financière. En Europe, même si la BCE a vraiment mis tout ce qu'elle pouvait mettre dans la balance, ce sentiment de coopération entre État et Banque centrale, et voire même d'État entre eux, n'était pas aussi présent. Et
c'est pour l'ensemble de ces raisons que la crise grecque, à mon avis, est particulièrement grave et qu'elle a amené la Commission à se saisir du thème de la gouvernance économique, en marge de la nouvelle stratégie qui doit remplacer la stratégie de Lisbonne, qui s'appelle Europe 2000, pour une Europe plus intelligente, plus durable, pour une croissance plus intelligente, plus verte, plus durable. Je dois oublier un qualificatif, mais donc c'est en marge de cette nouvelle stratégie qui remplace la stratégie de Lisbonne que la Commission s'est préoccupée de la gouvernance européenne. Et c'est au mois de mars 2010 qu'elle a émis de nouvelles propositions sur lesquelles je reviendrai à la fin. La gouvernance, à moi qui ne suis qu'un économiste, c'est un mot qui me fait un petit peu peur, parce que je ne sais pas très bien le définir. Alors, en première approche, et Henri, tu m'arrêteras si je sors des clous, la gouvernance, ça pourrait être les règles et les institutions qui permettent la coordination de l'action au niveau communautaire entre les gouvernements nationaux, entre les gouvernements et les institutions communautaires. Et dans l'Union européenne, la gouvernance elle a au moins 3 dimensions spécifiques. La première, c'est que les règles et les institutions diffèrent selon le périmètre que l'on considère. Ces règles et ces institutions, elles diffèrent selon qu'on parle de l'Union à 27 et de la zone euro. Et dans ce qui suivra, je m'attacherai quand même davantage aux problèmes que pose la zone euro. Deuxième dimension de la gouvernance, c'est le fait qu'elle soit multiniveau. Et donc elle pose le problème de l'équilibre entre le communautaire et l'intergouvernemental. Troisième dimension de la gouvernance, elle repose sur un équilibre entre des règles et des incitations, au moins dans le domaine économique. Elle repose sur un équilibre entre des règles et des incitations, des règles qui sont contraignantes, mais qui posent le problème de leur effectivité, de leur véritable appropriation par les États membres, et puis des objectifs communs qui, eux, ne sont pas contraignants et qui, là encore, posent le problème de l'appropriation par les États membres. Alors, je ne sais pas si ce qui relève de la méthode communautaire est forcément plus efficace et plus pertinent, mais en tout cas, ce qui relève de l'intergouvernemental dans le domaine de la gouvernance économique, je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas très efficace. Et quant aux règles, si je prends les autres aspects de la gouvernance, les règles que l'on s'est données dans le cadre de la zone euro, elles me semblent souffrir d'un fort déficit de crédibilité et ce ne sont peut-être pas les bonnes règles, en quelque sorte. Peut-être qu'elles ne correspondent pas, ce ne sont pas les règles les plus pertinentes pour répondre aux défis qui se posent au niveau du fonctionnement de la zone euro. Et c'est finalement, donc c'est ces aspects que je vais essayer de discuter avec vous, et ce n'est qu'en conclusion que je reviendrai sur les propositions de la Commission qui, je déflore un peu le sujet, qui ne me paraissent pas révolutionner fondamentalement les pratiques antérieures. Enfin, c'est une chose qu'on pourra discuter à la fin dans le dialogue que nous pourrons établir ensemble. Donc, premièrement, la méthode intergouvernementale dans le domaine de la
gouvernance de l'Union européenne et de la zone euro en particulier n'a pas produit des résultats très probants. Premier aspect, alors je vous avais dit que je voulais vous parler en particulier de la zone euro. Pour une unique fois, je vais me tenir au niveau de l'Union à 27 en parlant de la stratégie de Lisbonne. La stratégie de Lisbonne, c'est un peu le fil conducteur de l'action communautaire en matière économique. La stratégie de Lisbonne, c'est tout un ensemble d'objectifs assignés à chaque État membre dans divers domaines, et dans des domaines relativement divers, dans des domaines comme l'environnement, l'emploi, la compétitivité, le pilotage donc de l'Union européenne, il repose sur la stratégie de Lisbonne, mais aussi sur, du point de vue macroéconomique, sur ce qu'on appelle les grandes orientations de politique économique, les GOP, les grandes orientations de politique économique, qui synthétisent, c'est un document qui est rédigé par la Commission, qui synthétise les grands enjeux de politique économique, mais aussi les grands enjeux en termes de réformes structurelles au niveau de l'Union européenne. Et ces GOP, elles sont déclinées pays par pays. À partir de là, chaque État membre établit un programme de stabilité ou de convergence. Stabilité s'il est membre de la zone euro, de convergence s'il est hors de la zone euro. Ce programme de stabilité ou de convergence, c'est un programme qui a pour but de situer l'évolution des finances publiques à moyen terme dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. Ces instruments de coordination, donc stratégie de Lisbonne, grandes orientations de politique économique, programme de stabilisation et de convergence, pacte de stabilité et de croissance, ces instruments de coordination, ils n'ont pas été très efficaces. Par exemple, la stratégie de Lisbonne, les objectifs ambitieux de la stratégie de Lisbonne, ils sont loin d'avoir été atteints. En tout cas, ils ont été très inégalement atteints. Alors, c'est peut-être un petit peu cruel de rappeler les choses, mais on prévoyait, par exemple, en 2010, une croissance de 3% dans l'Union européenne. Alors, au mieux, on atteindra une croissance de 1 à 1,5% en 2010. Le taux d'emploi qui devait être, qu'on avait fixé comme objectif, un objectif de 70% en moyenne pour l'UE, si on atteint 65%, ce sera déjà magnifique en 2010. La stratégie de Lisbonne qui devait créer l'économie la plus compétitive du monde devait donc porter l'effort de recherche-développement à 3% du PIB. En 2010, on sera à moins de 2% du PIB. Bon, et on pourrait décliner les chiffres comme ça pendant encore longtemps. Les objectifs donc sont très inégalement atteints. Les grandes orientations de politique économique, elles avaient pour objectif de guider la politique macroéconomique des États membres et, elles ont été assez largement inopérantes. Une seule fois, le Conseil européen a formulé une recommandation à l'égard d'un État membre à partir des GOP. Et cet État membre, c'était l'Irlande en 2001. Cet État membre, il avait une inflation trop importante. Il déviait trop par rapport à la moyenne de la zone euro. Et les polémiques ont été telles que c'est l'unique fois que les GOP ont servi à quelque chose, en termes d'orientation de la politique macroéconomique. Et pourtant, si on avait utilisé l'instrument qui existe, ces grandes orientations de politique économique, donc qui, je vous rappelle, synthétisent les grands enjeux de la politique macro, les grands problèmes structurels des États membres, peut-être aurait-on vu venir tous les déséquilibres qui se créent en Grèce, en Espagne, en Irlande, et qui ont fini par exploser un peu à la figure de ces
de ces États membres lorsque un événement extérieur est venu bousculer l'harmonie des années 2000, à savoir la crise financière de 2007. En tout cas, un instrument là qui aurait pu être utile n'a pas été utilisé. Alors, on peut constater que ça n'a pas été utilisé, on peut aussi se demander pourquoi les États membres ont aussi peu utilisé les éléments de gouvernance dont ils s'étaient dotés. Alors, moi je vois deux grandes raisons. Première raison, c'est que les États membres ne se sont pas assez appropriés les objectifs communs. Ils ne sont pas assez appropriés les objectifs communs. Alors, dans le domaine de la stratégie de Lisbonne, ce que l'on constate, c'est que les États membres, ils ont bien voulu participer au jeu global, mais à condition que les objectifs communs correspondent à des objectifs nationaux. Dans cette condition-là, il y a des efforts qui ont été faits, sinon la stratégie de Lisbonne a été complètement mise de côté. Si on considère le pacte de stabilité et de croissance, il vise à l'équilibre budgétaire à moyen terme. C'est une règle acceptée par tout le monde. Si je prends la France entre 1987 et 2007, alors je m'arrête à 2007 pour ne pas prendre en compte les effets de la crise, objectif équilibre des finances publiques à moyen terme. Donc en 10 ans, entre 1997 et 2007, l'équilibre budgétaire n'a jamais été atteint et on a varié entre un déficit de 1,5% du PIB, les bonnes années, à des déficits qui sont tombés jusqu'à 4%, les mauvaises années, entre 1997 et 2007. Autrement dit, un pays comme la France, mais ce n'est pas le seul, l'objectif d'équilibre budgétaire à moyen terme, honnêtement, on ne peut pas dire que ce soit ça qui ait guidé la politique économique. Pourquoi donc les États membres se sont-ils aussi peu appropriés les éléments de la gouvernance économique? Donc ils ne sont pas appropriés les objectifs communs, c'est la première explication. Et j'en vois une deuxième qui me paraît bien plus grave. C'est que les États membres de la zone euro, ils n'ont pas tiré les conséquences en termes de politique économique de leur appartenance à une union monétaire. C'est-à-dire qu'ils ont considéré qu'ils pouvaient faire comme si c'était business as usual et que l'appartenance à la zone euro ne changeait rien à la conduite des politiques macroéconomiques. Eh bien, on s'aperçoit que c'est complètement faux. Et la crise grecque l'a montré de façon un peu dramatique. Par exemple, alors c'est un petit peu technique, mais ça me semble être un élément intéressant. L'équilibre budgétaire. Pourquoi est-ce qu'on réclame l'équilibre budgétaire dans la zone euro? Alors, on va me dire, c'est le dogme libéral de la Commission qui nous casse les pieds, etc. Mais il y a des raisons économiques derrière à l'équilibre budgétaire et qui sont des raisons pragmatiques, qui ne sont pas des raisons idéologiques. On a bien vu que lorsqu'un pays accumulait les déficits excessifs, comme dans le cas de la Grèce, eh bien, dans le cadre qui est le nôtre, qui est celui d'une économie où les déficits sont financés par les marchés financiers, eh bien, lorsque les marchés financiers jugeaient que les déficits devenaient excessifs, le pays qui était fautif était puni, mais plus grave, la situation des autres pays de la zone euro était reconsidérée et d'autres pays dont la situation budgétaire était beaucoup moins grave que celle de la Grèce se sont aussi retrouvés punis par les marchés financiers
et peut-être de façon exagérée par rapport à ce qui aurait dû être le cas. Donc, l'équilibre budgétaire, il n'interdit pas l'autonomie budgétaire. L'autonomie budgétaire, les États membres, ils peuvent décider du montant de leur recette fiscale, ils peuvent décider de l'allocation de leurs dépenses publiques, mais sous contrainte d'équilibre. Et la contrainte d'équilibre, à mon avis, elle va se faire de plus en plus mordante dans les années qui viennent, parce que jusqu'à présent, on s'était contenté de s'asseoir dessus, hein, si je me permets ce terme un peu familier, mais je pense que dans les années à venir, on ne pourra plus être avoir l'esprit aussi léger par rapport au problème budgétaire. Je vous disais, les États membres n'ont pas saisi toutes les implications de l'union monétaire, en termes de politique budgétaire, par exemple. Et puis, deuxième exemple, ils n'ont pas saisi les implications de l'union monétaire en termes de réformes structurelles. En termes de réformes structurelles, alors là, on arrive dans des choses qui sont un petit peu moins sympathiques. C'est l'idée que en union monétaire, on est plus protégé par les variations de change. Autrement dit, les problèmes de compétitivité, de différentiel de compétitivité, ne se règlent plus par des ajustements de taux de change. Et pour accroître cette compétitivité, eh bien, puisqu'on ne peut plus dévaluer, il faut rendre les marchés plus efficaces. Et rendre les marchés plus efficaces, eh bien, ça peut passer par des ajustements du marché du travail, ça peut passer par des réformes douloureuses comme celles qui ont eu lieu en Allemagne, des réformes des retraites qui sont un petit peu douloureuses, comme celles qu'on vit à l'heure actuelle. Ça peut aussi, on pourrait aussi réfléchir de façon un petit peu plus positive, hein, c'est-à-dire que quand on pense à la réforme du marché du travail ou à la réforme des retraites, on passe tout de suite en termes négatifs, mais je sais pas, il me semble que une réforme fiscale qui aurait accompagné la réforme des retraites qu'on vit à l'heure actuelle, elle aurait pu très bien être un élément plus sympathique, plus dynamisant de ces réformes structurelles et les faire passer un petit peu mieux. J'ai un peu l'idée en tête qu'aujourd'hui, on fait reposer la protection sociale uniquement sur les revenus du travail. On fait trop reposer la protection sociale sur les revenus du travail, ce qui est un handicap en termes de compétitivité des entreprises. Et peut-être qu'il faut changer la fiscalité, justement, et non pas abandonner la protection sociale. Ok ? C'est ça que j'ai en tête. Hein. Deuxième élément dans ce que je voudrais développer avec vous, je vous avais dit, l'intergouvernementalité, ça ne me paraît pas donner des bons résultats. Et dans la gouvernance, c'est aussi un ensemble de règles. Et les règles qu'on s'est données, elles ne sont peut-être pas assez crédibles. Et c'est ce point que je voudrais développer avec vous. Les règles ne sont pas assez crédibles. Alors, première règle que je voudrais regarder avec vous, c'est la règle budgétaire. La règle budgétaire, c'est la règle du pacte de stabilité et de croissance qui consiste à dire qu'un État ne peut pas connaître un déficit plus grand que 3% de son PIB. Mais en fait, le pacte de stabilité et de croissance, c'est pas ça. C'est pas avoir 2,99% de déficit, c'est l'équilibre budgétaire à moyen terme. D'accord ? C'est l'équilibre budgétaire à moyen terme. Et si l'équilibre budgétaire à moyen terme, il est recherché, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, parce que les déficits excessifs finissent par mettre en danger la stabilité de la zone euro, et c'est aussi parce que
comment dire, en période de récession, les recettes publiques s'affaiblissent, les dépenses publiques s'accroissent mécaniquement. Si vous êtes déjà plombé par un déficit budgétaire très important, la crise économique, elle va vous entraîner dans des déficits budgétaires qui vont devenir insupportables. Et donc l'idée de l'équilibre budgétaire, c'est aussi de permettre au budget, en période de faible activité, en période de récession, de pouvoir jouer ce que les économistes appellent un rôle contracyclique, c'est-à-dire un rôle de coussin amortisseur, parce que justement, on peut se permettre des déficits, parce que dans le passé, on ne s'est pas chargé de déficits qui se sont transformés en une dette devenue insupportable. Alors, cette règle budgétaire sur l'équilibre des finances publiques à moyen terme, elle n'est pas du tout crédible. Elle n'est pas du tout crédible. Première raison, d'abord, elle a été foulée aux pieds par les grands États, la France, l'Allemagne, en 2003, lorsque ces grands États se sont retrouvés sous la menace d'une procédure de déficit excessif votée par la Commission. Eh bien, ils ont intrigué au sein du Conseil pour que la procédure s'arrête là. La procédure lancée par la Commission s'arrête là. Et en fait, ce faisant, ils ont signé un peu l'arrêt de mort du pacte de stabilité. Alors, pour préserver les apparences, on a réformé le pacte de stabilité en 2005. Mais en fait, la réforme du pacte de stabilité, elle n'a fait que, je vous en passe les détails techniques, elle ne fait que accroître les moyens d'échapper à la discipline. Elle rend plus facile l'indiscipline. En fait, elle rend moins difficile les comportements indisciplinés. La règle, elle n'est pas crédible, d'abord parce que les États l'ont bafouée, ensuite parce que le pacte de stabilité avait l'ambition de punir d'une amende les pays qui contreviendraient à la discipline budgétaire et puis qui ne se corrigeraient pas dans un délai jugé suffisant. Alors, est-ce que véritablement on peut prendre au sérieux cette idée qu'un État souverain va accepter de se voir infliger une amende par la Commission, mais en fait par le Conseil ECOFIN? Je pense que c'est une idée qui ne tient pas la route. Et quand on voit comment s'est déroulé le dernier Conseil européen et comment, mon Dieu, un grand État ne peut certainement pas être mis en accusation par la Commission, la possibilité même d'une amende, franchement, ça ne semble pas très très sérieux. Et malheureusement, les propositions de la Commission de mars 2010 pour renforcer la gouvernance, elles finissent par tourner toujours autour du même thème, renforcer la discipline, donner des sanctions, peut-être même avant que la règle des 3% soit franchie. Je ne vois pas pourquoi cette règle elle serait mieux appliquée maintenant ou dans l'avenir que ce qu'elle a été avant. Et ce qui est amusant, c'est quand même, alors je dirais beaucoup de bien de l'Allemagne tout à l'heure, mais là je vais en dire un peu de mal. Ce qui est un peu amusant, c'est que ce sont les Allemands qui réclament beaucoup de sanctions, beaucoup de sévérité, alors que ce sont eux qui, en 2003, se sont, en compagnie des Français, affranchis des règles. Et puis, la règle, elle n'est pas très crédible, et j'aurais peut-être dû commencer par là. Elle n'est pas très crédible parce que les États ne trichent sur leur véritable
position budgétaire. Parce que la Grèce triche, bon, elle triche très ouvertement, mais les autres, ils ont une certaine imagination en termes de présentation des comptes budgétaires. Parce que je ne sais pas si vous le savez, ce sont les instituts statistiques nationaux qui livrent à Eurostat la présentation des comptes. Et à partir de là, on peut se livrer à maintes manipulations. Mais là, on rentrerait dans des choses qui sont vraiment techniques, qui ne sont pas forcément très intéressantes. Deuxième règle qui n'est pas crédible, c'est la règle de non-renflouement. La règle de non-renflouement dans la zone euro. Cette règle, elle dit que, bon, je ne sais pas quel est l'article du traité qui le stipule, mais en tout cas, c'est l'idée que les États membres ne sont pas responsables de la dette d'un autre État membre. Et c'est ce qu'on a appelé la clause de non-renflouement. Et bien cette clause d'absence de responsabilité, elle n'est pas crédible, et la crise la crise grecque l'a bien montré. Lorsqu'il a fallu trouver une issue à la crise grecque, bon, il y a eu des palabres, il y a eu des disputes, il y a eu des invectives, mais in fine, il a bien fallu monter un plan de sauvetage pour la Grèce. Et on a également mis en place un plan plus large de stabilisation pour venir en aide à d'autres États, peut-être même à la Grèce, hein, parce que la Grèce, il n'est pas évident que le problème soit derrière nous. Un fonds européen de stabilisation financière qui a été créé au mois de juin, je crois, l'année dernière, qui prévoit un mécanisme d'assistance aux États de la zone euro qui seraient en difficulté. Donc l'idée du non-renflouement, elle partait d'un principe qui n'est pas complètement idiot, qui disait si les États sont certains que les autres États vont leur venir en aide en cas de difficulté, bon, ben, c'est la porte ouverte à l'irresponsabilité la plus totale. Mais d'un autre côté, on pourrait imaginer quelque chose de... C'est-à-dire qu'un mécanisme comme celui qu'on a été obligé de créer sous la pression, qui aurait donc un mécanisme d'assistance, mais qui aurait donc légitimé la surveillance mutuelle. Puisque on accorde l'aide à tel ou tel pays qui est en difficulté, eh bien, l'aide, elle a une contrepartie, et cette contrepartie, c'est une surveillance mutuelle plus grande. Alors, la façon dont on l'a présenté, c'est la façon la plus désastreuse qui soit, puisqu'on l'a présenté, cette surveillance mutuelle, ce plan qu'on a imposé à la Grèce, c'était un peu mettre le couteau sous la gorge aux Grecs, alors qu'on aurait pu réfléchir au problème bien plus en amont et présenter les choses comme un donnant-donnant. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu faire avant et qui donc aujourd'hui apparaît comme une punition. Dernier aspect des insuffisances de la gouvernance que je voudrais développer avec vous, c'est l'idée que si les règles ne sont pas crédibles, il y a même leur contenu même, et le périmètre de ces règles n'est pas adapté. Les règles communes dans la zone euro, elles sont en particulier focalisées sur la situation budgétaire, mais il n'y a pas que les finances publiques dans la vie. Il y a aussi beaucoup d'autres problèmes qui ne sont pas traités par la surveillance commune, par les règles communes. Et si la zone euro a failli imploser, c'est pas seulement à cause des problèmes budgétaires, mais c'est aussi parce qu'on a laissé se développer des trajectoires complètement divergentes entre États membres de la zone euro. On a laissé se développer des trajectoires
complètement divergentes en termes de compétitivité. Parce que les États membres ont eu des politiques en termes, enfin, les États membres, ou au moins les acteurs dans chacun des États membres, les acteurs économiques dans chacun des États membres, ont eu des politiques totalement différentes en termes de compétitivité, donc en termes de fixation des salaires, par exemple, en termes donc de coût unitaire du travail. Les pays, il y a un certain nombre de pays dont les coûts unitaires du travail ont beaucoup trop augmenté par rapport à la croissance de la productivité. La Grèce, l'Espagne, l'Irlande. Et ce sont ces pays qui se sont retrouvés avec des déficits commerciaux extrêmement importants. Alors, on a beau dire que l'Allemagne c'est le pays qui a, une politique déflationniste, qui, a baissé les salaires en Allemagne, qui a en tout cas mené une politique des revenus extrêmement rigoureuse et qui donc a gagné en compétitivité au détriment des autres États membres. Alors peut-être que c'est vrai, mais il faut voir l'autre côté aussi. Les autres États membres, les pays que j'ai cités là tout à l'heure, eux ont un vrai problème de compétitivité qui leur est propre, dont les Allemands ne sont pas responsables, et qu'ils n'ont pas traité, et qu'ils n'ont pas voulu voir et qu'ils n'ont pas traité. Et à mon avis, c'est trop facile de renvoyer la pierre sur l'Allemagne et de ne pas voir les problèmes d'absence de compétitivité ou de dégradation de la compétitivité qu'on a chez soi. Donc ces divergences macroéconomiques, elles concernent donc le coût du travail, elles concernent l'évolution de la demande intérieure, les principales victimes de la crise, les pays que j'ai cités tout à l'heure, l'Espagne, la Grèce, l'Irlande, sont des pays qui ont vu leur épargne privée s'affaisser, qui ont vu le crédit exploser. Donc ce sont des pays dans lesquels la demande intérieure a été très forte et dans lesquels se sont formées des bulles d'actifs, ce que les économistes appellent des bulles d'actifs, c'est-à-dire des bulles dans l'immobilier, c'est-à-dire une croissance exagérée et complètement déconnectée du prix de certains actifs, et en particulier immobiliers. Dans les divergences macroéconomiques, ce qu'on a vu apparaître et qui est la conséquence de ce que je viens de dire, ce sont des différences dans les balances commerciales extrêmement importantes. D'un côté, des pays qui se sont permis des déficits commerciaux extrêmement importants, et puis d'autres pays qui connaissaient des excédents commerciaux extrêmement importants. Mais c'est jamais que la traduction de ce que je viens de dire. Paradoxalement, ces évolutions, eh bien, ce sont en partie les fruits de l'appartenance à la zone euro. Parce que lorsque la monnaie nationale disparaît, eh bien, les déficits commerciaux ils deviennent indolores. Avant l'euro, des déficits commerciaux à répétition et très importants, comme ceux qu'a connus l'Espagne, par exemple, ils se seraient traduits par des attaques spéculatives sur la peseta, sur la dévaluation de la peseta. Aujourd'hui, rien de tel. Pas de force de rappel. L'entrée dans l'euro, elle a permis aussi une baisse des taux d'intérêt qui a profité à tous les États, qui a stimulé la demande intérieure dans tous les États et qui a peut-être trop stimulé la demande intérieure et qui a conduit à creuser les déficits commerciaux qui, donc, comme je l'ai dit, sont indolores. De la même façon, pour les
pour les déficits publics. De la même façon, pour les déficits publics, les déficits publics se sont creusés de façon exagérée, peut-être à cause de l'appartenance à la zone euro. Parce que les mauvais élèves de la classe ont utilisé la bonne monnaie pour émettre de la mauvaise dette. C'est-à-dire que si les Grecs avaient dû émettre de la dette publique en drachmes et non pas en euros, les taux d'intérêt qu'ils auraient dû payer auraient été vraisemblablement beaucoup plus importants. Et finalement, l'euro a eu cet effet pervers qu'il a permis à certains pays de développer des trajectoires macroéconomiques qui finalement étaient malsaines. Et là où la gouvernance européenne a péché, c'est qu'on s'est focalisé essentiellement sur l'aspect budgétaire et que tous ces aspects de déséquilibre macro qui sont allés en s'amplifiant et puis qui ont créé une catastrophe lorsque la crise financière s'est déclenchée, eh bien, la gouvernance européenne, on n'avait pas d'instrument qui permettait de tirer la sonnette d'alarme, ou plutôt si on les avait ces instruments, mais on ne les a pas utilisés. Les GOP, ça aurait pu servir à ça. Et là, ce que je veux donc vous montrer, ce que je veux vous dire, c'est que à trop se focaliser sur l'aspect budgétaire, on a délaissé d'autres aspects de la gouvernance macro qui sont devenus un petit peu dramatiques. Et je ne sais pas où j'en suis du point de vue du temps, mais je vais arriver à la conclusion. La crise, elle a conduit à une évolution de la gouvernance. La crise, elle a conduit à une évolution de la gouvernance sous plusieurs aspects. Sous le premier aspect, la Commission, comme Henri l'avait dit en introduction, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, la Commission s'est saisie de ce problème et elle a proposé une nouvelle gouvernance économique pour l'Europe. Mais j'aurais tendance à dire qu'elle fait du neuf avec du vieux et que qu'on réutilise les mêmes remèdes, les mêmes instruments qui n'ont pas donné de résultats très très satisfaisants jusqu'à présent. Donc là, à grands traits, les propositions de la Commission, c'est de rendre la discipline budgétaire plus mordante. Alors, avec une idée quand même qui est intéressante si elle est mise en place, je ne sais pas si les États l'accepteront, mais en tout cas, c'est l'idée que la Commission et l'Eurogroupe, c'est-à-dire le Conseil des ministres des Finances des pays de la zone euro, devront évaluer, je ne sais pas ce que ça veut dire, évaluer les budgets nationaux, les projets de loi de finances nationaux, avant qu'ils soient votés par les parlements. Ça, si c'est un instrument qui est utilisé et dont les parlements nationaux tiennent compte, ça c'est un vrai progrès. Mais que ce soit une règle effective, ça je demande à voir. Discipline budgétaire plus mordante. Donc il y a cette évaluation a posteriori. Il y a des sanctions avant que les 3%, la règle des 3% soit atteinte. Bon, ça, je ne crois pas un instant, par contre. Et, une plus grande attention qui devrait être portée au niveau de la dette et pas seulement au niveau des déficits. Les propositions de la Commission sur les nouvelles gouvernances, c'est une deuxième idée qui est intéressante, qui est l'idée qu'il faudrait à la Commission intervenir
plus tôt pour éviter la formation de déséquilibres macroéconomiques. C'est ce que je viens d'essayer de vous exposer. Si les déséquilibres grecs, espagnols, irlandais, on les avait décelés plus tôt, peut-être on aurait évité beaucoup d'effets pervers lorsque la crise est venue. Et puis, la Commission, elle se propose de surveiller de plus près l'évolution des réformes structurelles. Et les réformes structurelles, c'est les réformes des marchés, donc les marchés du travail, le marché des produits, le marché financier, etc. Et donc, surveiller cela de plus près pour remplir au mieux les objectifs de la nouvelle stratégie Europe 2020. La gouvernance, elle évolue sous un deuxième aspect qui, celui-là, me paraît très très positif, qui est dans un domaine que je connais mieux, qui est le problème, qui est l'aspect financier. Suite à la crise financière, il a été décidé au niveau communautaire une plus grande implication des instances communautaires et en particulier de la Banque centrale européenne dans tout ce qui touche à la stabilité financière. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais au niveau communautaire, au 1er janvier, en janvier 2011, devrait être créé un Conseil européen du risque systémique, piloté par la BCE. Donc c'est un organe qui serait chargé au niveau communautaire, et non pas au niveau de chacun des États, comme c'est le cas jusqu'à présent, de déceler les déséquilibres financiers, cette fois. Et au niveau communautaire, devrait être mis en place des agences de régulation dans le domaine bancaire, dans le domaine de l'assurance et dans le domaine des marchés financiers. Dans la zone euro, qui connaît des marchés financiers, bancaires intégrés, c'est quelque chose qui est absolument vital, que la régulation s'effectue au niveau communautaire. Alors, la régulation ne s'effectuera pas complètement au niveau communautaire, mais c'est un premier pas qui est vraiment encourageant et qu'il faut souligner. Et puis le dernier point que je voudrais mettre en avant, c'est le rôle qu'a pris la Banque centrale européenne dans la gouvernance économique. C'est un rôle qu'on n'attendait pas, et que, elle s'est auto-attribuée en quelque sorte. D'abord, elle a géré de façon tout à fait magistrale la crise financière, tous les problèmes de liquidité qu'ont connus les banques de la zone euro. La Banque centrale européenne, elle les a gérés de façon tout à fait satisfaisante. Et même, j'ai employé le terme de magistral que je maintiens, parce que elle a fait vraiment tout ce qu'il fallait dans les règles de l'art pour maintenir la cohésion financière de la zone euro. Et puis, lorsqu'est venu l'hiver, printemps 2010, lorsque la crise grecque s'est développée, la Banque centrale européenne, elle a pris des initiatives qu'on n'attendait pas spécialement qu'elle prenne, parce que pendant la crise financière, elle était dans son rôle, lorsqu'elle a apporté assistance aux banques. Autant là, pendant la crise grecque, elle est sortie des sentiers battus, elle est sortie des missions qui lui étaient traditionnellement dévolues. Alors, elle a fait des choses absolument invraisemblables pour une banque centrale. Elle a lancé un programme d'achat de titres de la dette publique. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle a accepté, de manière indirecte, de financer, par la création monétaire, les déficits publics. Alors ça franchement, c'est manger son chapeau pour une banque centrale de faire des choses comme ça. Parce qu'une banque centrale, comme la BCE, qui était aussi attachée à la stabilité des prix que ce qu'elle voulait bien le dire,
se lancer dans des choses aussi iconoclastes, c'est quelque chose qui était quand même assez surprenant. Et d'ailleurs, ça a créé un clash au sein de la Banque Centrale Européenne, puisque normalement les décisions de la Banque Centrale Européenne, du Conseil des gouverneurs sont jamais commentées, sont tenues secrètes. Et là, le président de la Bundesbank s'est répandu dans le Financial Times en particulier pour dire tout le mal qu'il pensait de cette décision. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été facile à mettre en œuvre. De manière plus technique, alors je ne rentre pas dans les détails, mais la Banque Centrale Européenne, quelques semaines avant, elle avait mis un dispositif en place aussi pour venir en aide spécifiquement à l'État grec. C'est-à-dire que normalement, la Banque centrale, elle finance les banques sur présentation de garanties, et ces garanties, en général, ce sont des titres de la dette publique. Et, les titres de la dette publique, pourquoi? Parce que ce sont des titres de la meilleure qualité possible, et donc la Banque centrale ne prend aucun risque, du coup, en prêtant de l'argent aux banques en garantie de ces titres. Et l'État grec étant déclassé par les agences de notation, il finissait, les titres de la dette publique, finalement, ne devaient plus être acceptés par la BCE, puisqu'elle s'était elle-même fixé des règles de qualité. Et bien là aussi, elle a mangé son chapeau et elle a accepté tous les titres de la dette publique grecque, quel que soit le niveau de notation. Donc ce qui était un soutien très 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 fort à la Grèce dans ce moment-là. C'est passé un petit peu inaperçu parce que c'est très technique, mais je vous assure que c'est un geste qui est vraiment très très fort. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, que le président Trichet ait parlé de fédéralisme budgétaire, c'est un peu ça tombe pas sous le sens. Et ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne dans le domaine de la gestion des dettes publiques, ça tombait pas non plus sous le sens, loin de là. Donc, je terminerai là-dessus. Est-ce que les crises sont salvatrices? Est-ce que les crises permettent d'inventer des instruments qui n'étaient pas apparus, qui n'étaient pas nécessaires avant? On ne les avait pas inventés puisqu'ils n'étaient pas nécessaires. Exemple, l'intervention de la BCE, exemple, le Fonds européen de stabilisation. Est-ce que les crises sont salvatrices, donc, puisqu'elles permettent d'avancer comme ça dans la gouvernance de la zone euro? Ben, je ne sais pas si je répondrai complètement oui à cette question, parce que tout de même, quand on a entendu tous les échanges entre les États membres lorsqu'il s'est agi de mettre sur pied le sauvetage de la Grèce, lorsqu'il s'est agi de mettre sur pied le Fonds européen de stabilisation financière, on se dit quand même que cette avancée, elle a coûté quand même bien cher en termes de cohésion. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, la parole est à vous. Vous avez des questions possibles sur des sujets, c'est vrai, un peu complexes, un peu difficiles. Peut-être pour amorcer un peu, parce qu'en général, c'est toujours la première question qui est toujours la plus difficile, mais pour amorcer un petit peu la réflexion, moi, en t'écoutant, ce qui me paraît frappant pour un non-économiste, bien évidemment, au fond, l'euro, ça ne va pas de soi, quoi. L'euro, ça ne va pas de soi, et tu as dit à juste raison que si on compare le dollar et l'euro, la Californie n'est pas en très bonne forme, ça n'a pas des conséquences sur la zone dollar et sur le dollar, pour des raisons fédérales, d'une certaine manière. La fédération est là. Alors, moi, ma question, c'est est-ce qu'au fond, il faut faire plus de fédéralisme pour faire exister la zone euro ou faire éclater la zone euro?
dans l'autre sens. Parce que si tu dis que les États n'ont pas changé leur comportement, en réalité ont maintenu leur comportement comme s'il n'y avait pas la zone euro, et même ont utilisé, de manière plus technique, là je ne m'avance pas trop, mais la zone euro pour faire d'autres choses d'une certaine manière, ils n'y croient pas, et pourtant c'est bien les États qui ont décidé de faire une zone euro. C'est bien les États qui ont décidé de se lancer dans ce dispositif de zone euro. Et au 1er janvier de 2011, un nouvel État va rentrer dans la zone euro. Et je n'ai pas entendu les États, sauf de temps en temps comme ça, dire on va quitter la zone euro, on va la détruire d'une certaine manière. Et donc j'aimerais bien avoir ton sentiment, parce qu'au fond ton analyse est relativement pessimiste globalement sur la zone euro. Tu conclus à la fin, la Commission a développé des idées, mais au fond elle fait du vieux avec du neuf, ou du neuf avec du vieux, enfin une formule de cette nature. Et que ça ne changera pas forcément. Donc si les États n'y croient pas, ça ne changera pas. Donc la question, elle est résumée en quelque sorte. Soit l'éclatement, soit plus d'euros encore, plus de fédéralisme. Oui, c'est peut-être excessif, mais... Oui, mais je crois que la question elle se pose bien en ces termes et qu'il va falloir y apporter une réponse. Et les États membres, je crois qu'ils vont être amenés à se plier aux contraintes, parce que l'euro a des avantages sur lesquels je ne suis pas revenu aujourd'hui, a des avantages, mais il a aussi des contraintes. Et ces contraintes, dans les années 2000, on a pu les ignorer parce qu'on était dans un contexte de croissance qui faisait que finalement les déséquilibres qui se créaient, ils passaient plus ou moins inaperçus, où on pouvait se voiler la face parce que finalement on avait l'impression que on pourrait éternellement, ou au moins encore un petit moment, continuer comme ça. Et là, avec la crise, a brutalement arrêté tout ça. Et je pense que les États membres, bon gré mal gré, et plutôt malgré que bon gré, ils vont malgré tout être obligés d'aller vers des réformes qui soient plus en accord avec le fonctionnement d'une union monétaire. Puisqu'ils refusent le fédéralisme budgétaire, puisqu'ils refusent un budget plus conséquent que ce qui est là aujourd'hui, ils conservent leur autonomie budgétaire. Leur autonomie budgétaire, ça veut dire ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire liberté de choisir les dépenses, liberté de choisir les recettes, et ça ne veut pas dire liberté sur le solde. Voilà. Donc, à partir du moment où les États membres ne veulent pas plus de fédéralisme budgétaire, il faut qu'ils en tirent les conséquences. Et donc, il faut qu'ils mettent en œuvre des réformes un peu douloureuses de fonctionnement intérieur. Plus de fédéralisme budgétaire. Alors, je ne crois pas du tout que ce soit la solution, plus de fédéralisme, enfin, le fédéralisme budgétaire en soi. Mais un budget plus conséquent, en tout cas, ça permettrait quand même assez largement ça permettrait au moins en partie de lever les fardeaux qui pèsent sur chacun des pays, et surtout ça permettrait des ajustements coopératifs et non pas d'une compétition entre les États membres, une compétition qui conduit à s'invectiver, c'est ce que je disais tout à l'heure, à accuser d'un côté l'Allemagne de refiler la patate chaude aux autres États membres en exportant son chômage en quelque sorte, et à l'Allemagne de son côté de dire vous voyez comme vous n'avez qu'à faire comme nous on est vertueux et donc vous n'avez pas de leçons à nous donner. Donc je crois que les États membres ils vont y aller vers plus d'intégration, mais à reculons. Ce sera douloureux s'ils n'acceptent pas plus de fédéralisme budgétaire. Et ils vont y aller parce que le coût d'éclatement, parce qu'il n'y a pas d'alternative, parce qu'il n'y a pas d'alternative en fait, parce que le coût de l'éclatement de la zone euro, il est prohibitif en termes pour des pays qui sortiraient de la zone euro, le coût serait absolument énorme. Et pour ceux qui resteraient dans la zone euro,
pour ceux qui resteraient dans une zone euro réduite, l'intérêt de l'euro serait d'autant plus réduit justement que le nombre de participants serait fait. Donc, si, pour résumer mon propos, je pense que, pour répondre à ta question, je pense que les États membres, en vérité, ils n'ont guère de choix. S'ils refusent plus de fédéralisme budgétaire, ça veut dire des réformes plus douloureuses, il va falloir accepter, vers lesquelles on va aller, à reculons, mais parce que je pense qu'il n'y a pas d'alternative, l'éclatement de la zone euro étant trop périlleux, trop coûteux. Je pose une première question. On ne va pas continuer ce débat tous les deux, mais il y a sûrement des. Allez-y, allez-y. Essayez de parler un peu fort, comme on entend tous, parce que. Si vous voulez bien, merci. Vous m'entendez ? Oui. Oui, vous avez dit que les déséquilibres macroéconomiques est un obstacle, dans la zone euro, est un obstacle à la gouvernance. En fait, c'est quoi les déséquilibres macroéconomiques et en fait, comment on règle ça ? Alors, les déséquilibres macroéconomiques dont je parlais, ça a été l'accumulation de déficits commerciaux dans certains États membres et en contrepartie l'accumulation d'excédents commerciaux dans d'autres États membres. Donc vraiment des disparités très très fortes dans les balances commerciales. Et ces déséquilibres commerciaux, ils sont pour une grande partie dus à d'autres déséquilibres macroéconomiques qui sont que, d'une part, dans certains pays, la demande intérieure a été très fortement stimulée par des taux d'intérêt relativement bas, par des comportements des agents qu'on ne peut pas complètement maîtriser, c'est-à-dire les taux d'épargne qui baissent, un endettement des ménages qui augmente, et qui alimente la dépense, alimente, comme je vous le disais, en Espagne ou en Irlande, les bulles immobilières. Et les déséquilibres commerciaux, ils ont été dus aussi non seulement à cette augmentation de la demande intérieure, mais aussi à des divergences très fortes qui se sont créées en termes de coût du travail et donc en termes de compétitivité des produits. Les pays, comme l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, ayant vu leur coût du travail par rapport progresser moins vite que leur productivité, et puis pratiquement tous les autres ayant vu l'inverse, c'est-à-dire les coûts du travail progresser plus vite que la productivité. Donc ça a impliqué nécessairement une dégradation de la compétitivité de ces pays, et ça se traduit in fine par des déséquilibres commerciaux qui, petit à petit se sont accumulés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en dehors d'une union monétaire, ces déséquilibres commerciaux, ils auraient été sanctionnés par une dévaluation de la monnaie nationale. Dans l'euro, il n'y a plus d'évaluation possible, il n'y a pas de force de rappel. C'est un effet pervers de l'euro, et donc cet effet pervers existant, il impliquait qu'il y ait dans la zone euro un mécanisme de surveillance mutuelle qui disent là, la situation en Irlande, elle est en train de déraper. Il n'y a pas, et un jour, elle risque d'échapper à tout contrôle. Alors personne, dans les années 2000, aurait imaginé qu'on termine dans les affres de la crise financière. Mais n'empêche que les déséquilibres ils se créaient quand même, et qu'ils auraient fini par créer des problèmes, peut-être pas aussi importants que si la crise financière n'avait pas eu lieu, mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous avez des évolutions macroéconomiques divergentes, vous faites peser un risque sur la cohésion de la zone, et pour régler ce problème, il faut un système de surveillance en amont. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. Je ne sais pas si c'est plus clair. La
pas simple. Pardon? Est-ce que ça, c'est. Est-ce que dans une nouvelle proposition Oui. de la Commission, il y a ça? La Commission dit explicitement qu'il va falloir mettre en place des outils de surveillance macroéconomique qui permettent de tirer la sonnette d'alarme en amont. Mais moi, jusqu'à un certain point, ils existaient, c'est déjà, parce que les grandes orientations politiques économiques, c'est exactement ce qu'elle racontait. D'accord? Alors après, on veut en tenir compte ou on ne veut pas en tenir compte. Peut-être que maintenant, on voudra en tenir compte. Et ce sera un pas vers l'effectivité, une plus grande effectivité de la surveillance mutuelle. Vous avez le communiqué de presse de la Commission sur justement cette stratégie, vous l'avez sur la table. Oui, non, question. La question que je voulais poser, c'était exactement ce que vous venez de dire. Donc ça devient maintenant un peu technique. Ce qui m'avait frappé dans votre exposé, que vous disiez qu'on n'avait pas utilisé l'instrument des GOM, des grandes orientations macroéconomiques. Donc ce que je n'arrivais pas à bien saisir, c'est en quoi c'était un instrument, parce que j'avais l'impression que c'était une pétition de principe ou quelque chose comme ça, et je ne voyais pas derrière une administration avec des moyens, etc. Et donc ce que la Commission européenne, je pense elle veut doter maintenant de créer une institution, un observatoire ou Conseil du risque systémique. Pardon ? Conseil européen du risque systémique, c'est ça? Alors, dans le domaine purement macroéconomique, je ne sais pas s'il y a une institution qui est derrière, parce que le Conseil du risque systémique, c'est uniquement tout ce qui concerne la finance, c'est-à-dire les banques, les marchés financiers, etc. Donc pour le moment, c'est un projet, il n'y a pas encore d'institution. Ce que j'ai pas bien compris, c'est ce que devenaient les GOP. Mais bon. Et alors, l'autre question, elle est plus vite réglée, c'est avant de venir là, donc, je fais un tour par Google et j'ai vu que du côté allemand, il y avait un gros titre, je ne sais plus de quel journal, etc., ou de quelle radio ou télévision, mais qui était le suivant: la France renonce à faire autant d'efforts que l'Allemagne. Et donc, c'est le budget actuel, qui est ressenti quand même, qui est présenté. Alors après, je suis venu en voiture, j'ai vraiment eu le temps de longuement la radio, et là il était question de le budget français qui est un budget de rigueur, etc. Donc la radio française présentait le projet de budget comme un budget très dur et très rigoureux, etc. Donc là on sent qu'il y a quand même des difficultés très politiques, de politique intérieure, à jouer la carte macroéconomique de la zone euro, de l'euro. Et donc là c'est des difficultés vraiment politiques qui vont être difficiles à surmonter, en fait, et puis en même temps quelque chose de nouveau, qui est que, enfin moi je ne me souviens pas que les États, ou la presse en tout cas, se soit intéressée au budget du voisin d'aussi près dans les années ou les décennies passées. C'est ça, vous me coupez l'herbe sur le pied parce que c'est comme ça que je voulais vous répondre, c'est qu'il y a au moins un élément positif, c'est qu'on s'intéresse à la situation des voisins. Ce qui était quand même le but de tout ce processus de surveillance macro que sont les GOP, les grandes orientations politiques économiques, qui est le pacte de stabilité. Bon, là on s'y intéresse de façon un petit peu malsaine, parce qu'effectivement c'est pour en Allemagne critiquer la position française. Mais bon, les Allemands, d'un autre côté, ils ont tiré les conclusions de l'appartenance à la zone euro, c'est-à-dire qu'ils ont fait des efforts considérables d'adaptation. Et ce qui est regrettable, c'est que ces efforts ils soient faits de manière isolée et qu'ils n'aient pas été faits de manière concertée, parce que lorsqu'ils sont faits de manière isolée, le résultat c'est que on exporte ces déséquilibres chez les autres. Et du coup, les Allemands, ils ont beau jeu de dire que les autres ne font pas assez d'efforts pour se réformer eux-mêmes. C'est comme ça que vous jugez vous-même le budget actuel comme
Le budget de la France. Français. de France. Enfin, le projet de budget qui a été déposé ce matin, d'ailleurs, au Conseil des ministres. J'avoue que j'ai pas. Mais je pense que c'est nécessairement un budget d'austérité. Hein. Un budget d'austérité. Moins 40 milliards. Oui, donc on va faire passer le Moins déficit de moins 8% du PIB à moins 6%. Voilà, c'est ça, moins 6, oui, pour descendre à... Donc c'est de l'austérité. Certains disent que les calculs ne sont pas satisfaisants, que c'est la parité du moins 6, c'est plutôt du moins 7, mais bon. C'est quand même de l'austérité qui reste maîtrisée quand même. Monsieur? Oui, je voudrais prolonger sur ce sujet. Vous avez la surveillance budgétaire réciproque, qui est, vous venez de dire, un élément extrêmement nouveau. Est-ce qu'on peut imaginer les conséquences que ça va avoir à moyen terme? Parce que ça aboutit à mettre son nez dans le budget du voisin, avant que ce budget soit voté, de le faire collectivement. Or, discuter du budget, c'est discuter de toute la politique finalement. C'est beaucoup plus qu'une surveillance. Ça risque de devenir beaucoup plus qu'une simple discussion budgétaire, une discussion sur les options. Par exemple, vous avez décrit ce qui manque dans les règles d'un certain nombre de choses en évitant complètement d'employer le mot social. Or, on a souvent dit qu'il n'y a pas d'Europe sociale. Est-ce que, à travers cette discussion indiscrète, incongrue du budget du voisin, on ne va pas arriver à discuter un peu des politiques sociales et à avancer vers une Europe sociale? C'est un exemple, je pense, dans les autres domaines aussi. On risque d'avoir cette indiscrétion. Belle question. Je me demande d'ailleurs si en partie tu ne répondrais pas mieux que moi Non, sur l'aspect politique de la question. Oui, bien sûr. Pour le moment, je suis un petit peu embarrassé pour vous répondre parce que le terme qui est employé par la Commission, c'est une évaluation a priori des budgets nationaux avant qu'ils soient votés par le Parlement, par les parlements nationaux. Alors qu'est-ce qu'on met derrière le terme évaluation? Parce qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière le terme évaluation. Est-ce que c'est... moi, je ne crois pas quand même qu'il soit question de dire qu'en France, on dépense trop pour l'agriculture, trop dans le domaine des politiques de l'emploi, ou trop dans le domaine... ou pas assez dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Je ne pense pas qu'il s'agisse de ça. Je pense qu'il s'agit d'abord des grands équilibres. Il s'agit des grands équilibres. Mais ceci dit, je ne sais pas si on n'aurait pas intérêt à en parler en commun quand même, hein, d'aller plus avant dans la discussion. Alors on peut considérer que c'est une atteinte insupportable à la souveraineté nationale, mais je ne sais pas, si je prends le volet recettes, je prends le volet fiscal, est-ce qu'on ne gagnerait pas davantage d'harmonisation fiscale dans l'Union européenne? Et même si le budget de la sécurité sociale est en dehors de la loi de finances de l'État, dans ce domaine-là, il y a vraisemblablement des choses qui seraient intéressantes à regarder en termes d'harmonisation. Donc ça permet d'arriver à la deuxième partie de votre question. J'ai pas parlé de problèmes sociaux, de l'Europe sociale, mais j'ai failli l'évoquer à un moment. C'était un peu c'était un autre exemple que j'aurais pu donner lorsque j'évoquais la nécessité de nouvelles règles. Alors, ces nouvelles règles, moi j'espère de tout mon cœur qu'elles soient négociées entre les États membres et qu'on ne s'aligne pas sur le moins 10 ans. Donc tout à l'heure j'avais donné l'exemple de la réforme du marché du travail. Pour réforme du marché du travail ou réforme des retraites. J'avais dit la réforme des retraites. On aurait pu penser à une réforme du financement des retraites, plutôt que de discuter uniquement
les modalités d'allongement de la retraite. On aurait pu discuter aussi recettes. On aurait pu discuter réforme fiscale. Et donc, dans mon esprit, comment dire, tout ce qui est réforme structurelle, c'est-à-dire harmonisation des marchés, et en particulier les marchés du travail, on n'est pas obligé de passer par un alignement par le bas. Ça peut aussi se discuter, puisque on raisonne en termes relatifs, n'importe comment. Si on raisonne au sein de la zone, on raisonne en termes de compétitivité les uns par rapport aux autres, donc on raisonne en termes relatifs. Alors on n'est pas obligé de s'aligner vers ce qu'il y a de plus, être le plus compétitif que les autres. Il faut être aussi compétitif que les autres. Donc ça veut dire aussi donc raisonner en termes relatifs et peut-être s'accorder sur des standards sociaux qui ne soient pas ceux des moins-disants. Mais je ne suis pas sûr que ce ne soit pas un vœu pieux. En fait, ça modifie la compétitivité entre États de l'Union européenne. Les réformes structurelles, elles ont pour but d'améliorer la compétitivité des États. Mais dans la mesure où nous sommes tous les principaux partenaires les uns des autres, ce qui importe, c'est notre niveau relatif entre nous dans l'Union européenne. Et donc, ce que je veux dire, c'est que il y a une possibilité d'ajustement qui est la discussion et l'harmonisation, et pas l'alignement vers le plus bas. Autre question? Oui, allez-y. Moi, j'ai une question qui est totalement différente, en fait. C'est qu'on a parlé du pacte de stabilité tout à l'heure, donc vous avez totalement décrédibilisé d'un point de vue économique. Merci, je ne sais pas si que vous avez totalement décrédibilisé d'un point de vue économique, mais est-ce qu'il serait possible de légitimiser d'un point de vue politique grâce à des sanctions dont vous avez parlé, des amendes qui sont pas forcément des bonnes idées, mais est-ce qu'il serait possible de relégitimiser ce pacte de stabilité avec des nouvelles mesures, mais des sanctions qui forceraient son application? Alors, j'ai délégitimisé le pacte de stabilité. Je récuse totalement, c'est pas moi qui l'ai délégitimisé, ce sont les États membres eux-mêmes qui s'y sont pris, qui sont bien assez grands eux-mêmes pour l'avoir fait. Alors là, je te passe définitivement sur la deuxième partie, parce que moi, mon sentiment de béotien, et qui est celui de l'homme de la rue, c'est que je ne crois pas un seul instant. Mais bon, c'est pas une très fine analyse politique. Non, mais ce qui est paradoxal avec la question monétaire, je trouve, enfin, je ne suis pas un économiste, alors je réponds plutôt en juriste, un peu politiste par certains aspects, c'est que les États ont accepté de créer une zone euro, ont accepté de rentrer dans ce dispositif. On a même dit que l'Allemagne avait fait don du Deutschmark à l'Europe parce que c'est la seule monnaie qui fonctionnait. Donc on a accepté ça. Quelque part, ils ont accepté de perdre leur souveraineté monétaire. Ils ne peuvent plus jouer sur évaluation, dévaluation, réévaluation. Donc ils ont accepté de passer la souveraineté monétaire d'une certaine manière à la zone euro et à la Banque Centrale Européenne. Et en même temps, c'est pour ça que moi, ta conférence m'intéressait beaucoup, c'est qu'en même temps, ils ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire qu'ils acceptent de transférer la souveraineté, mais ils n'en acceptent pas les contraintes ni les conséquences. Et c'est vrai que lorsque on a rappelé, que la Commission a rappelé l'importance du pacte de stabilité, les États ont dit, bon, le pacte, c'est nous qui l'avons fixé, ce pacte, alors on peut le bouger comme on en a envie. Et c'est vrai que le premier élève qui a montré qu'on pouvait s'asseoir dessus, c'est l'Allemagne, qui a commencé tout de suite, le pacte de stabilité, c'est très bien, mais c'est pour les pas sérieux. Nous, on est très sérieux, aujourd'hui, on n'en a pas, on ne veut pas le respecter, donc les autres. Et la sanction, alors là, c'est vrai aussi, je partage ton point de vue, c'est une vue de l'esprit. Pourquoi un État va jamais accepter d'être sanctionné sur ces pactes-là, sur un pacte de stabilité? On le voit très modestement, ce qui s'est passé au dernier Conseil européen. Enfin, pour moi, alors là, je l'ai dit souvent aux étudiants de master, ce Conseil européen dernier, c'est quelque chose d'assez hallucinant, où un État dit à la Commission, vous n'avez pas le droit en tant que commissaire de dire quelque chose à la France.
La France est au-dessus de tout ça, la France respecte les droits. Alors, je ne rentre pas dans les considérations internes, en quelque sorte, de pourquoi, sur les Roms, ainsi de suite. Mais un État dit, je suis un État grand, on ne lui dit pas, c'est cas de vérité, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je constate que la Commission, là, dans les heures qui viennent de s'écouler, la Commission a rabaissé d'un cran en disant, tout compte fait, on ne dira rien à la France, on va simplement examiner plus à fond la situation française. C'est-à-dire qu'en réalité, la France a obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas trop ce qu'elle est en train de faire dans ce domaine. Alors vous pensez sur les questions, sur les autres questions, mais en même temps, et c'est ça que j'ai du mal à comprendre, à la fois les États ne veulent pas, mais ne peuvent pas casser la zone euro. C'est-à-dire, au fond, l'Allemagne, et là c'est vers toi que je me retourne à nouveau, l'Allemagne a dit pique-pendre de la Grèce, c'est pas sérieux, ils n'ont qu'à vendre une île, ils n'ont qu'à trouver de l'argent n'importe comment, enfin c'est pique-pendre, avec des gestes extrêmement honteux sur la presse à grand tirage allemand. Au bout du compte, on raconte plein de trucs, mais au bout du compte, on fait les 750 milliards d'euros pour sauver la Grèce. Donc, à la fois, on a conféré la souveraineté monétaire, et on fait comme si on ne voulait pas vivre ensemble quand même, en vivant chacun son petit truc dans son... Et ça me paraît assez paradoxal, parce que moi je vois l'euro, c'est peut-être une vision un petit peu utopique, exactement comme le droit de l'Union. Je trouve que l'euro c'est un levier à faire du fédéralisme. Comme le droit de l'Union est un levier à faire du fédéralisme. Et en même temps, on accepte ces systèmes, mais jusqu'à un certain point, pas plus. Hein. On freine. Sur la question budgétaire, quand on regarde ce que dit la Commission sur la question budgétaire, c'est pas vraiment, c'est pas rentrer dans le détail à la modèle de la Cour des comptes qui rentrerait dans tous les comptes publics de l'État, vraiment fouillant. C'est bon an, mal an les grands équilibres. Parce que franchement, que la Commission fouille les 27 budgets des 27 États membres, mais alors jamais, c'est impossible, puisqu'elle doit les examiner dans un temps extrêmement court entre le moment où le projet de budget est examiné par un gouvernement avant qu'il soit transmis à un Parlement, c'est-à-dire en à peine quelques mois, à peine. Donc je ne vois pas qu'elle rentre dans le détail. Par contre, les grands équilibres, oui, mais on ne peut pas faire autrement. Et après tout, que la France adopte un budget en réduisant son déficit, c'est presque l'Europe qui a gagné. Parce qu'en décidant de baisser de 40 milliards le budget, même si c'est faux, même si les calculs ne sont pas fortement tout à fait exacts, il faut obéir et aller dans le sens que souhaite la Commission. Mais pas forcément dans les choix. Et c'est pour ça que les choix politiques, c'est les États qui les maîtrisent. Enfin, moi, je le vois comme ça. Choix pour l'éducation, pour je sais pas, la défense, pour les aspects sociaux, pour les routes, des autoroutes, enfin ce qu'on veut. Là, les États font ce qu'ils veulent. Mais comme si on restait enfin, je sais pas, j'aimerais mais au milieu du gué, quoi. Enfin, on va pas jusqu'au bout. J'ai pas d'explication plus. Ce parcours, on avait ouvert la discussion tout à l'heure. J'ai pas d'explication plus convaincante à apporter. Mais il y a, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, sauf sur un point, si je peux me permettre. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas dire que le fait que le budget de l'État en France soit le déficit soit en réduction, soit une victoire de l'Europe. C'est une victoire du bon sens, parce que on ne peut pas faire autrement. C'est pas contradictoire. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Oui, allez-y, bien sûr. On a parlé d'un impôt européen. C'est du l'esprit, non? Ah oui, ça, peut-être encore plus que le reste, oui. Oui, un impôt européen, je pense que c'est pas du tout à l'ordre du jour. Et pourtant, tout à l'heure... si ça commence à être à l'ordre du jour. Tout à l'heure, on a discuté, on parlait des problèmes fiscaux et de problèmes budgétaires, de surveillance budgétaire. Et je ne sais pas si on peut faire grand-chose sur le volet des dépenses, mais en tout cas, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, en termes d'harmonisation fiscale, là, il y aurait un travail qui serait intéressant et qui serait bénéfique à tout le monde sur le plan communautaire. Et si je peux me permettre, sur cette question fiscale, c'est vrai que
On avait évoqué l'impôt européen dans les années 80, 90, ça avait été évoqué, ça a disparu des radars politiques, si l'on peut dire, mais ça revient au Parlement européen où effectivement, à la Commission des finances du Parlement européen, on recommence à parler d'impôt européen. Quelques députés européens se lancent sur ce registre, mais c'est un travail de très 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 longue haleine.